Salut l'équipe, voici la troisième partie de ma review sur Love, Death and Robots et on commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 550 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. L'épisode 7 de Love, Death et Robots commence par un autre soulèvement, cette fois dans la ferme de Mason, alors que les rats commencent à se retourner contre les humains. Apparemment, TrapTech est la solution à cela, alors qu'un homme d'affaires louche se présente et suggère à Mason d'investir dans des armes de haute technologie pour détruire ces rats. Apparemment, les changements dans l'environnement voient les rats et d'autres animaux se retourner contre l'humanité. Les rats sont cependant plus intelligents que ne le soupçonnait Mason et après avoir déjoué la menace initiale, le fermier rappelle l'entreprise qui lui vend un engin encore plus dangereux et qui pourrait être utilisé par l'armée. Les rats sont tous complètement abattus, les forces des rats étant déterminées à essayer d'arrêter la machine. Mason surprend alors l'agitation et se dirige vers la grange pour jeter un coup d'œil. Là, il remarque que les rats s'accrochent à la vie. Avec son fusil de chasse à la main, il prend les choses en main après avoir commenté à quel point ce bain de sang ressemble à la 4e guerre mondiale. Il sauve les derniers, détruit la machine et le rat décide de lui faire goûter une boisson apparemment qui ressemble à une petite eau de vie et finalement il décide d'être pacifique avec les rats. Et l'épisode se termine avec un beau coucher de soleil et il annule son chèque à la banque. L'épisode est intelligent, une allégorie de la guerre et à quel point tout cela peut être horrible, quel que soit le côté du conflit à laquelle vous appartenez. Toute l'idée d'une guerre qui se déroule sans vraiment regarder et ne penser à rien d'autre que soi est une façon si intelligente d'interpréter les conflits à travers le monde. Cette fin, avec Mason voyant tous les rats brutalement abattus et tués, est révélatrice et lorsque vous vous arrêtez pour réfléchir à la façon dont cela est parallèle à la guerre des drones et aux armées utilisant des machines de haute technologie pour éliminer les forces ennemies. Le revirement à la fin est une belle façon de clore le chapitre sur une note positive, les deux parties réconciliées finalement leurs différences et réalisant que la guerre est un enfer et ne vaut pas le prix payé pour aller jusqu'au bout. L'épisode 8 du volume 3 commence avec Data Zero Tree à la recherche d'otages qui ont été conduits dans une grotte sombre. Avec le coucher du soleil imminent, ils vont dans le noir et sont obligés de compter sur leur vision nocturne pour traverser cette grotte sans encombre. Dans la grotte, ils trouvent un étrange lichen vert sur le mur et un cadavre sur le sol. Il ne reste que les restes du squelette et une éclaboussure de sang. Puis, plus loin, 2 autres cadavres et quelque chose leur est arrivé et nous découvrons bientôt quoi. D'étranges créatures ressemblant à des araignées arrivent des trous dans le mur venant en grand nombre. Une horde d'araignées mangeuses de chair attaque l'équipe, tuant plusieurs membres différents en un clin d'œil. Ça rappelle les fourmis dans Indiana Jones. Les quelques survivants sortent des tunnels dans une grotte dégagée. Là, ils trouvent les 2 insurgés restants que Sarge tue de sang-froid à distance. Les petites araignées sont bientôt remplacées par des insectoïdes plus grands, entraînés comme des machines qui attaquent les 3 soldats restants. Spencer est finalement tué, laissant Sarge et Harper derrière. Au fur et à mesure qu'ils progressent, une grande créature monstrueuse se montre répétant « Libérez-moi ». Lorsque Serge se retourne contre Harper, hypnotisé par cette créature d'une manière ou d'une autre, elle le tue et finit par se retourner pour faire face à la créature. Après avoir déchargé plusieurs balles dessus, Harper regarde, les yeux écarquillés, la créature en état de choc. Ensuite, nous nous retrouvons à l'extérieur et Harper a les yeux arrachés, elle marche vers le soleil et elle trébuche à travers ce désert étouffant, chuchotant dans une langue étrangère alors que nous nous fondons dans le noir du générique. Dans cet épisode vraiment solide qui prend des idées de House of Ashes, le jeu Dark Pictures, et les mélange avec la terreur atmosphérique et étouffante de The Descent. Ce délicieux cocktail se combine pour créer un épisode vraiment intéressant et qui laisse beaucoup à l'imagination. Alors, quelle est cette créature
D'où vient-elle et qu'est-ce qu'elle veut à Harper? Ces questions sont certainement intéressantes et je suis sûr que beaucoup de gens proposeront leur propre théorie sur les origines de cette créature dans les semaines à venir. Le CGI de cet épisode est absolument fou et témoigne du chemin parcouru par cette forme d'art. Il y a beaucoup de détails astucieux ici, en particulier en ce qui concerne l'éclairage ou la projection de particules de poussière soulevées dans l'air. Photoréaliste et bien écrit, c'est encore un très bon épisode. Marvel devrait en prendre de la graine. L'épisode 9 commence alors que c'est le dernier épisode de ce volume avec un groupe de soldats essayant de contrecarrer une sirène qui danse dans un lac et retourne tous les soldats les uns contre les autres. Fait intéressant cependant, l'un des soldats est en fait sourd et en tant que tel, la sirène n'a aucun effet sur lui. Avec tous les autres soldats tués, cette bataille mortelle se transforme bientôt en un combat pour la survie. Le soldat s'enfuit, partant seul dans la jungle pour tenter de s'échapper. D'ailleurs, les bruits ambiants de cette jungle sont excessivement réalistes, ça crée une forme d'immersion. Cette nuit-là, pendant que le soldat dort, la sirène s'approche et danse autour de lui, posant finalement une main sur lui et dormant à ses côtés. Au matin, il se réveille, surpris de trouver cette étrange femme à ses côtés. Alors qu'elle danse, le soldat l'attrape et se rend compte qu'elle est remplie de pierres précieuses et d'or, et il se lance à sa poursuite. Elle se retrouve au sommet d'une chute d'eau où elle danse autour du chevalier en virevoltant autour de son corps, par-ci et par-là. Alors qu'elle commence à l'embrasser, ses lèvres transpercent les siennes et dans cette étreinte sanglante, le chevalier l'embrasse sur le front avant de lui donner un coup de tête et de l'assommer. Alors qu'elle est inconsciente, le chevalier sourd profite de la sirène et commence à arracher le trésor de son corps. Après avoir enlevé toutes les richesses, il s'échappe avec un sac sur l'épaule pendant que la sirène tombe dans l'eau et revient d'où elle est partie. L'eau devient rouge et alors que le ruisseau monte et jaillit, le chevalier sourd prend une gorgée d'eau sans se rendre compte qu'elle est en quelque sorte liée à la sirène. Ce faisant, il récupère inexplicablement son audition et charge à travers la jungle sans fin, laissant l'or derrière lui tout en se tenant la tête. Le son est trop fort et il finit par se retrouver d'où il est parti. La sirène se lève, tremble et finit par crier dans sa direction une fois de plus. Le soldat se dirige vers l'eau et danse dans l'oubli, tombant pour rejoindre les nombreux autres morts dans l'eau. Les effets de l'eau dans cet épisode sont absolument exceptionnels. Artistiquement, c'est un bel épisode et l'idée d'une sirène affrontant un chevalier sourd est magnifiquement réalisée, surtout quand tout se transforme en un combat en tête-à-tête. En plus de cela, le son est utilisé comme un outil vraiment intelligent dans ce chapitre, avec l'utilisation du silence contre le perçage strident de la sirène pour un duel absolument fascinant. Voir le chevalier retrouver son audition, en partie je pense à cause de la cupidité de la consommation d'eau, est une belle façon de mettre fin intelligemment à ce combat, bien que l'on puisse dire que cet épisode aurait pu être meilleur s'ils avaient tous les deux décidé de s'embrasser romantiquement, permettant à cette romance condamnée d'être la fin de ce chevalier qui finit par saigner après avoir tenté d'embrasser cette sirène. Dans l'état actuel des choses, le dernier épisode met fin aux choses avec une fin suffisamment ambiguë et laisse beaucoup de matière à réflexion sur ce monde et sur la façon dont la sirène est née. La sirène criant fait référence aux sirènes dans la mythologie grecque qui chantaient pour ensorceler les marins pour qu'ils sautent dans l'eau afin d'être le repas de la meute sirène. Ulysse, pendant l'Odyssée, décida alors de s'attacher au mât pour ne pas succomber. Le dernier épisode est peut-être le plus fort, magnifique, mais aussi le plus flippant du volume 3. Moi perso, la sirène m'a fait caguer et j'ai bien peur de rêver d'elle lors de ma prochaine nuit. Voilà, cette dernière vidéo met fin à la série de ma review sur Love, Death et Robots. J'espère que vous avez plus profité de cette review avec 3 petits épisodes. J'espère, si ça t'a plu, que tu me laisses un petit like, que tu t'abonnes, que tu partages et que tu commentes. Moi, ça m'aide à référencer la chaîne. Merci énormément. Sinon, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.